Global Maths Club plus qu'un moteur de recherche. Merci à tout le monde qui a trouvé le temps de pouvoir assister à cette présentation, en fait à cette discussion, parce que comme c'est indiqué sur le flyers, l'idée c'est vraiment de discuter autour du nombre pi, d'échanger, parce que je suppose que chacun de nous ici a sa petite expérience avec sa petite expérience et sa petite connaissance sur le nombre pi. Donc l'idée c'est vraiment de partager cette connaissance-là aux uns et aux autres et de pouvoir en bénéficier tout ce temps que nous sommes. Voilà, donc pour cela, j'ai prévu quand même quelques slides, question juste d'orienter le débat de temps à autre. Donc, je ne voudrais pas que ceci soit comme une présentation d'un sujet ou quoi que ce soit. Je voudrais que ce soit un échange. Donc, sentez-vous libre de m'arrêter à tout moment si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, des incompréhensions euh, ou peut-être je dis quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, sentez-vous libre de juste euh, ouvrir votre micro et puis me couper. Voilà, donc on va commencer. Je crois que mon écran est déjà partagé. Voilà, donc le titre, ce sont les secrets du nombre pi. Donc l'idée, c'est juste de découvrir tous ensemble euh, un peu plus en détail le nombre pi, parce que je suppose que nous le connaissons déjà très bien. Voilà, donc je vais commencer par, par donner ici quelques décimales du nombre pi. Donc, le nombre pi, c'est celui qu'on connaît, 3,14, 15, 92, etc., etc. Euh, donc, cette valeur-là n'est pas inconnue à chacun ici. Je vais peut-être donner quelques remarques sur cette valeur-ci avant de passer à la définition en elle-même du nombre pi. Par exemple, on se rend compte que sur l'écriture du nombre pi, le nombre 315, qui est le nombre 315 qui est en bleu sur mon écran, et le nombre 360, ils arrivent exactement à la position 315 et 360. Bon, ça veut dire que si je regarde par exemple les décimales du nombre pi et je m'arrête à la position 315, le nombre qui suit, c'est exactement 315. Et si je m'arrête à la position 360, le nombre qui suit, c'est exactement 360. En fait, vous voyez ces pointillés, c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de valeurs que j'ai coupées, juste pour regarder ce qui m'intéressait. Bon, après, on peut dire que ça, c'est juste une coïncidence, que ça peut arriver. Mais le problème, c'est que vous allez vous rendre compte au cours de cet échange qu'il y a quand même trop de coïncidences. Et trop de coïncidences veut peut-être dire que ce n'est pas une coïncidence. Donc, en tout cas, on a par exemple ces 315 et ces 360 qui sont exactement à la position du nombre de chiffres de pi après la virgule. Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire sur le nombre pi. Une autre remarque, c'est que ce qui est souligné, ce qui est écrit en vert, c'est qu'on a 6 fois 9 consécutifs. Ça, c'est quand même très, très étrange parce que les mathématiciens, avec les expériences qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte euh, que la distribution des chiffres 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, par exemple, dans la distribution des décimales de pi, est en réalité aléatoirement distribuée et de façon uniforme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la même probabilité de retrouver le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3 ou le chiffre 9, etc., dans les décimales de pi. Et rencontrer 9, 6 fois consécutifs, c'est quand même surprenant. Surtout qu'on sait que les nombres irrationnels n'ont pas ce genre de pattern qui est régulier. Donc ça, c'est quand même une très belle observation. Et surtout, quand un nombre a beaucoup de
chiffres qui se répètent, déjà consécutifs comme 9, 9, 9, 9, 9, on a l'impression que, OK, ça ne va plus jamais s'arrêter. Mais bon, voilà, apparemment, ça s'arrête et puis ça reprend encore avec une séquence aléatoire, etc., etc. Donc, ça, c'est quelques remarques qu'on peut, par exemple, faire sur le nombre pi, juste de prime abord. Je crois qu'il y en a une dernière. Voilà, si on additionne les 144 premières décimales de pi, on trouve 666. Bon, voilà, je ne vais pas faire de commentaires sur 666. Euh, bon, après, on peut dire que okay, c'est aussi une coïncidence. On pourrait dire, on additionne les 200 premiers décimales, on trouve 666. Ou on pourrait dire, OK, on additionne les 100, ça pourrait être qu'on additionne les 120, on trouve 666. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà, en tout cas, comme je disais, le problème, c'est qu'il y a trop de coïncidences. Donc, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de la présentation qui a réellement trop de coïncidences et ça nous fait croire que ce ne sont pas des coïncidences. Voilà. Aujourd'hui, voilà, juste pour la petite histoire, aujourd'hui, on a 22 459 milliards de décimales qui sont bien connues du nombre pi. Donc, ça veut dire qu'on a pu décrypter 22 milliards 459, 22 459 milliards de décimales. Ça, c'est quand même énorme. Et ceci a été possible justement à cause de l'évolution de la technologie, des ordinateurs qui deviennent de plus en plus performants au fur et à mesure que les années passent. Et ça reste toujours d'actualité de pouvoir déterminer des valeurs décimales de pi bien plus grandes que ça. OK, so essayons ensemble de comprendre la définition du nombre pi. Je crois que tout le monde ici a déjà au moins défini une fois le nombre pi comme étant le rapport entre le périmètre d'un cercle et 2 fois son rayon. Je crois que c'est comme ça qu'on définit le nombre pi, euh, même quand on est au primaire. Donc, le nombre pi, c'est le rapport entre le périmètre d'un cercle et 2 fois son rayon. Mais lorsqu'on définit le nombre pi de cette façon-là, il y a quand même quelques questions qui se posent. Parce qu'on dit que c'est le rapport entre le périmètre d'un cercle et 2 fois son rayon. Donc, ça veut dire que si on change de cercle, on est censé, ce rapport P sur 2R est censé être le même. Bon, ça, en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour toutes sortes de cercles, lorsque tu fais P divisé par R, tu trouves la même valeur. Donc, c'est une valeur qui est constante. Et la moitié de cette valeur-là, c'est donc ce qu'on a appelé pi. On va essayer ensemble de justifier pourquoi cette valeur-là reste constante lorsqu'on calcule le ratio P sur R. Donc, je vais par exemple, c'est pour ça que j'ai prévu cette petite espace-ci, on pourra griffonner quelque chose pour comprendre ça tous ensemble. Donc, je vais par exemple considérer deux cercles. Si j'ai un petit cercle, peut-être le rayon, ce sera R1. Et j'ai un autre cercle, le rayon, c'est R2. Donc, la question, c'est est-ce que P1 sur R1, c'est la même chose que P2 sur R2? En réalité, c'est ce qu'on aimerait démontrer. Et ce n'est pas tout à fait compliqué. Parce que si tu considères ce triangle-ci, si on considère ce triangle-là, alors on peut appliquer la propriété de Thalès quand on va au lycée. Dans la propriété de Thalès, nous dit donc lorsque tu fais P1, sur par P1, en tout cas, je vais appeler ceci peut-être A, peut-être ceci B. Donc, disons que j'appelle ceci X, XI, et j'appelle ceci YI. Donc, YI, c'est en fait les côtés du triangle qu'on obtient. Ça, c'est YI, ça, c'est XI. Donc, si on applique Thalès, on obtient donc que YI sur XI, c'est en réalité le plus grand rayon qui est R2 sur le plus petit rayon.
qui est R1. Et si on essaie de réécrire les choses de façon correcte, on a que YI sur R2, c'est la même chose que XI sur R1. Donc, en réalité, les distances qu'on obtient, ces petites distances-là, satisfont cette relation-ci. Et ce n'est pas très compliqué de voir qu'en réalité, ceci est suffisant pour justifier que le ratio reste inchangé. Parce que l'idée, c'est de se dire, OK, si on peut faire ça pour n'importe quel triangle, en réalité, en prenant un triangle très, très petit, en prenant des triangles très, très petits, on peut supposer que ce qu'on a comme arc est assimilable à juste la ligne qui joint deux points. Donc là, par exemple, AB, ici, sera assimilable au segment AB. Donc, si on suppose qu'on considère des triangles très, très petits. Et donc, en faisant ça et en prenant la somme de chaque côté, on obtient bien que le périmètre, c'est juste la somme. Donc, ça, c'est P2 et ça, c'est P1. Donc, surtout, n'hésitez pas de me couper si vous avez des questions ou des incompréhensions. Et ceci montre qu'en réalité, la définition du cercle, que le cercle est très bien, la définition de pi a tout à fait son sens. C'est très bien dit que pi est égal au périmètre sur 2 fois le rayon. Donc, ça a un sens de 10. Mais lorsqu'on regarde cette définition-là, il y a quand même un problème qui se pose. Parce que moi, quand j'étais au primaire, je définissais le périmètre d'un cercle comme étant 2 fois pi fois le rayon. Mais aujourd'hui, on me dit que, OK, pi, on définit pi comme étant pi divisé par 2 fois le rayon. Et ça, c'est curieux parce que les deux ne peuvent pas, je ne peux pas définir pi, je ne peux pas définir p, désolé, comme étant 2 fois pi fois le rayon et définir pi comme étant le périmètre divisé par 2 fois le rayon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, qui est douteux là à l'intérieur. Soit ceci, c'est la définition, parce que ça, c'est la même chose, n'est-ce pas? Soit cette relation-là, c'est la définition de pi, c'est la définition de pi, oui. Soit cette relation-là, c'est la définition de p, donc du périmètre. Ça ne peut pas être la définition du périmètre et de pi en même temps. Ça, c'est par exemple une question qui se pose. Et puis, lorsqu'on fait ces remarques, on se dit, OK, supposons par exemple que c'est la définition de pi. Donc, si la définition de pi, c'est le périmètre sur 2 fois le rayon, comment est-ce qu'on calcule dans le périmètre d'un cercle? Comment est-ce qu'on détermine la valeur du périmètre d'un cercle? Et, la valeur, en réalité, il y a beaucoup de façons de déterminer la valeur du périmètre d'un cercle, mais la valeur la plus connue, c'est celle qui inclut encore en elle-même le nombre pi. Donc, généralement, on se dit, OK, essayons de passer en coordonnées polaires. On écrit souvent que x est égal à r cosinus θ, y est égal à r sinus θ. Et puis le périmètre du cercle, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à 2 pi de la racine de la dérivée de x par rapport à θ plus la racine de la dérivée de y par rapport à θ. On prend le carré de ces expressions-là, dθ. Donc, lorsqu'on étudie le calcul, on étudie les calculs en anglais, les anglophones appellent ça calculus. Donc, on montre que le périmètre d'un cercle est donné par cette expression-ci. Mais le problème, c'est qu'on retrouve encore la valeur de pi à l'intérieur. Et c'est pas bien parce que pi est déjà exprimé en fonction de p. Donc, en réalité, il y a un problème de définition qui se pose. Donc, ceci voudrait dire que la définition qu'on a donnée ne peut pas aller pour le périmètre. Attends une seconde, Raoul. Oui, oui, oui. Oui, Raoul, tu as la parole.
Oh, désolé. Voilà, je ne peux pas voir. Si vous levez par exemple la main, je ne pourrais pas voir parce que je regarde directement mes slides et je ne vois pas vos caméras ou vos profils. Donc, si vous avez par exemple une question, vous pouvez juste ouvrir votre micro et puis poser la question. Oui, hello. Oui, oui, Patrick, on te suit. Bon, je pense que Raoul essaie de parler, mais bon, c'est comme si sa connexion Celle-ci. dérange. Ma question, c'est celle-ci. S'il revient un peu, Monsieur Patrick, vous pouvez revenir un peu sur la définition puis là. Oui. Définition. Revenez un peu là-dessus, s'il vous plaît. Ça, c'est la définition. Donc, voilà. En fait, il y avait deux formules. Je pense que l'autre est ce que je pense, si je ne me trompe pas, hein, c'est Descartes, il appelait ça l'analytique. Et l'autre est constructive, c'est-à-dire que quoi, on peut le mesurer expérimentalement. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on définit pi comme ça, pi égale à p sur 2r, le géomètre peut le mesurer expérimentalement, peut-être en prenant un cercle et en faisant des mesures vraiment expérimentales. Voilà un peu ce qui peut faire la distinction entre les deux définitions. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci bien pour le OK. moment. Merci beaucoup, Raoul. Ça, c'est une très, très bonne remarque. Dans la réalité, ce que Raoul est en train de dire, c'est que cette définition de PC, et c'est ce qu'on va voir, n'est en réalité pas très rigoureuse parce que c'est, et en plus, il disait que c'est une définition qui est géométrique. C'est une belle remarque parce que cela me permet quand même de parler d'un point très important. Et c'est pour ça que j'ai posé la question un peu plus bas, que est-ce que pi est une grandeur physique? Parce que dit que pi, dit qu'on peut, on définit pi en utilisant de la géométrie, en utilisant le calcul de longueur, du périmètre. Il faut calculer le périmètre d'un cercle divisé par deux fois le rayon. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas besoin de mathématiques pour définir pi. Et ça veut dire que pi est un nombre, est une grandeur physique et non mathématique. En réalité, pi n'est pas une grandeur physique parce que cette définition de pi qu'on a, que j'ai donnée plus haut, n'est en réalité pas une définition rigoureuse dans le sens où si on se dit, OK, j'ai envie de connaître la valeur de pi en utilisant cette approximation, ça veut dire que si on va peut-être se dire, OK, si je considère un très grand cercle, donc un cercle qui est très grand avec un rayon très grand, donc ça veut dire que le périmètre, les rayons, c'est très, très, très grand. Alors, je calcule le rapport P divisé par 2R. Je suis quand même censé trouver une valeur de pi qui est une belle approximation de la valeur de pi que l'on connaît. Donc, une valeur qui est une très belle approximation de la valeur de pi. Mais ce n'est pas ce qui se produit dans la réalité. Parce que en physique, il y a la notion de la relativité qui nous dit que les masses déforment localement les espaces. Pour dire que si, par exemple, tu considères un cercle qui est très, très grand, en réalité, ce cercle-là ne sera pas un vrai cercle, dans le sens où, ça ne te permettra pas d'approximer véritablement la vraie valeur de pi. Donc, juste pour dire que c'est pas possible de concevoir un cercle qui est très, très grand de façon physique, juste par le fait que les, euh, dans les masses déforment les espaces en réalité. Donc, ça veut dire que pi, ce n'est pas une grandeur physique. Donc, pi, c'est une grandeur mathématique. Si pi, c'est une grandeur mathématique, il faudrait donc pouvoir définir pi de façon rigoureuse. Parce que cette définition qu'on a donnée n'est donc pas une définition rigoureuse de pi. Et ceci nous amène donc à parler des différentes approches que certains mathématiciens. Je ne sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un veut dire quelque chose. Raoul, encore, Raoul veut intervenir. OK, OK. Je pense qu'il s'agit là d'un problème de la notion de construction. C'est quoi un nombre constructible? Vous voyez? Je Mhm. prends par exemple racine de 2. Racine de 2 est un nombre constructible. Ça veut dire qu'on peut le construire à l'aide d'un compas, et je pense, et de la règle.
s'il faisait Mhm. encore les bonnes définitions. Maintenant, le problème de pi, c'est qu'il n'est pas constructible. Si je ne me trompe pas, il n'est pas constructible. On ne peut pas utiliser uniquement la règle et le compas pour le construire. Mais la préoccupation qui m'intéressait, c'était de savoir si j'ai, puisque vous avez montré qu'une quantité était, c'est-à-dire que lorsqu'on a sur R1 égale à P2 sur R2, c'était une constante. Donc, Oui. ça veut dire Oui. que ça ne dépendait pas du cercle choisi. Mhm. Ça veut donc dire que quoi? Je peux dessiner un cercle et prendre peut-être ce que nos couturières là utilisent, c'est-à-dire le fil des couturières et essayer de mesurer moi-même la circonférence et peut-être mesurer aussi le rayon. Voilà. Et essayer d'approximer ce nombre. C'est pour ça que je parlais de la définition géométrique. Oui, parce que même quand vous utilisez ça comme calcul des longueurs, vous voyez qu'il y a encore pi, la notion de pi qui intervient, qui part de 0 à 2 pi. Vous voyez encore qu'il y a un nom qui, ça revient encore, la définition redevient encore là-dessus, ce qui rend ça un peu ambigu. Voilà pourquoi moi, je pense tout simplement que il s'agit là d'un problème de construction du nombre pi qui n'est pas constructible. Oui. C'est ça même son véritable problème. Il n'est pas constructible à la règle et au compas. C'est ça qui fait peut-être le problème. Oui, c'est la remarque que je voulais ajouter. OK. Merci beaucoup, Raoul, pour ta remarque très intéressante. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me couper à tout moment. Et je pense que ce qui se suit, c'est donc une idée qui vient donc compléter ce que Raoul était en train de mentionner, dans le sens où on se dit, OK, étant donné qu'on ne peut pas construire pi, est-ce qu'on peut quand même l'approcher en utilisant d'autres méthodes? Parce que quand, par exemple, quand Raoul dit qu'il peut juste prendre un cercle et il prend un cercle et il prend peut-être une mesure, il commence à mesurer le périmètre et puis il divise par 2 fois le rayon et il va obtenir pi. En réalité, il va obtenir quelque chose qui est proche de pi, mais proche de façon très faible de pi. C'est ce que je vais dire. En réalité, ce n'est pas une très bonne approximation de pi. Et il va se dire, OK, si par exemple j'ai fait ça avec un cercle de rayon 2, et je n'obtiens pas une très bonne approximation de pi, est-ce que je peux le faire avec un cercle de rayon 10 et obtenir une meilleure approximation de pi? Le problème, c'est que plus on agrandit le rayon, moins l'approximation de pi est bonne, à cause justement des déformations dont je parlais. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de définir d'autres approches pour, pour donner un sens, un meilleur sens à la définition de pi. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas définir pi comme étant le périmètre divisé par 2 et définir le périmètre comme étant 2 fois le rayon fois pi. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on trouve une bonne définition pour l'un d'entre eux. Et donc, c'est ce qu'on essaiera de faire avec pi. On essaiera de trouver une meilleure définition pour pi et considérer donc que la définition du périmètre, c'est donc 2 fois le rayon fois pi. Et ici, on essaie donc de construire des approximations. Ici, je vais parler de quelques approximations de quelques méthodes de construction des décimales de pi. Généralement, lorsqu'on veut parler de la construction ou des valeurs approchées de pi, on commence toujours par celui de Archimède. Mais comme je suis un peu têtu et que je ne respecte pas la logique, je commence par la méthode de Monte-Carlo et je ne parle même pas d'Archimède. En réalité, ce que Archimède dit, c'est que pour approximer pi, il suffit juste si tu as par exemple, si tu prends un cercle, si tu prends un, oh, désolé, c'est pas, voilà, si tu prends un cercle, il suffit de construire un polygone à l'intérieur du cercle, je construis un polygone à l'intérieur du cercle, et je construis un autre polygone à l'extérieur du cercle. Plus je rapproche ces deux polygones que j'ai construits, donc j'essaie de faire en sorte que les côtés soient extrêmement petits, de telle en sorte que les polygones, au fur et à mesure que j'augmente les côtés, se rapprochent du cercle. Donc, on aura un rapprochement extérieur, un rapprochement intérieur. Et si on considère, si on essaie donc de calculer le périmètre de ces deux polygones-là, on pourra obtenir
un intervalle où se trouve pi. Ça, c'était la première approche pour la construction du nombre pi que Archimède avait proposé. Et bien après, donc, il y a d'autres méthodes qui sont apparues. Par exemple, la méthode de Monte-Carlo. Monte-Carlo dit que si je veux une approximation de pi, désolé, j'ai quelques soucis avec mon Monte-Carlo dit que si je veux une approximation de pi, il suffit par exemple de considérer un entier n qui est très très grand. Et puis, vous disposez des points. Donc, vous considérez cet entier n-là et vous considérez un carré qui va contenir 2n plus 1 plus 1 point carré, un truc comme ça. Un peu comme représenté sur la figure. Donc, je repartis mes points. Et si tu repartis ces points-ci, en considérant par exemple que tu commences ici à 0, ici c'est n, ici c'est moins n. Donc, en repartissant les points, tu obtiens exactement 2n plus 1 au carré, nombre de points. Et dans ce que Monte-Carlo dit, il dit qu'il suffit juste de regarder la proportion des points qui se retrouvent à l'intérieur du cercle pour avoir une idée de la valeur de ce que c'est que pi. Et en réalité, on n'a pas besoin de la géométrie pour faire ça. On peut rapidement faire ça avec un programme sur n'importe quel langage de programmation. Donc, il suffit juste de déterminer tous les points qui satisfont la relation x carré plus y carré strictement plus petit que n carré. Et une fois que tu as ça, tu peux donc calculer la probabilité. Donc, la probabilité qu'un point se retrouve à l'intérieur, en réalité, si on suppose que pi est bien défini et tout, la probabilité qu'un point se retrouve à l'intérieur, c'est l'aire du cercle divisé par l'aire du carré. So, l'aire du cercle, c'est pi r carré. Si on divise ça par l'aire du carré, ce sera deux fois r au carré. Parce qu'ici, le rayon, ça donne juste une partie, la moitié d'un côté. Donc, en réalité, on obtient pi divisé par 4. Donc, ce que Monte-Carlo dit, c'est qu'il suffit juste de calculer la probabilité, c'est-à-dire le nombre de points qui se retrouvent à l'intérieur du cercle, divisé par le nombre de points total qu'il y a dans le carré. Et lorsque tu obtiens ça, on est sûr que cette probabilité-là doit être égale à pi divisé par 4. Donc, il suffit de multiplier cette probabilité-là par 4, par exemple, pour obtenir une bonne valeur approchée de pi. Donc, ça, c'est l'approche Monte-Carlo qui nous propose une valeur. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'elle est très simple et très vite applicable. Mais malheureusement, généralement, les choses qui sont très simples ne sont pas aussi très, très bonnes, dans le sens où la convergence est faible. Donc, ça veut dire qu'on n'obtient pas beaucoup de décimales de pi en faisant ce calcul-ci. Mais ça reste une technique qui est très valide pour l'approche, pour calculer des valeurs décimales de pi. Voilà, donc après Monte-Carlo, on a par exemple l'approche des aiguilles de Buffon. Je crois que peut-être vous avez déjà aussi entendu parler de ça. Donc l'idée, c'est justement de disposer des planches, côte à côte. Et puis, je prends un tas d'aiguilles et je les laisse tomber sur les planches. Un peu comme indiqué dans la figure. Je prends mon tas d'aiguilles, je laisse tomber ça sur les planches. Et ensuite, je compte le nombre d'interséctions des aiguilles avec les traits des planches. Donc, ce que Buffon dit, c'est qu'en réalité, si tu prends un nombre très, très grand d'aiguilles et que tu les laisses tomber et que tu considères le polygone formé par la position de ces différentes aiguilles, lorsque les aiguilles deviennent trop énormes sur le parquet, tu auras l'impression que ces aiguilles-là forment un cercle. Et c'est de là que viendra pi. Donc, généralement, à chaque fois, lorsque on réussit à créer un processus qui fait naître un cercle, donc on est content parce que pi va se retrouver quelque part là à l'intérieur et donc pourra avoir une approximation de sa valeur. Donc, il y a si vous le voulez, on pourra peut-être revenir sur
sur le calcul de cette probabilité-là. Il montre que la probabilité pour que les aiguilles tombent sur les lignes, là, sur ces lignes-là qui sont parallèles, en réalité proportionnelle à pi. Et cette constante de proportionnalité, c'est pas trop compliqué de la retrouver. Il suffit juste de la retrouver et puis suivre le même processus qu'on a fait avec l'approche de Monte-Carlo. Donc, malheureusement, ici, il y a une faible convergence, comme je le mentionnais. Non, ça c'était. La convergence ici est meilleure que la convergence de Monte-Carlo, mais elle reste aussi un tout petit peu faible. Et après, il y a une approche qui m'a vraiment, comment dire ça, surprise. Ça, c'est une approche physique pour déterminer une approximation de pi. C'est une approche qui est donnée par Grégory Galperin. Et je crois que c'est une approche qui existe, qui est venue au XXIe siècle, je crois, dans les années 2000, 2001, 2002. Ce qu'il dit, c'est que il dit que si on considère deux masses, un peu comme les deux masses que nous avons, un peu comme les deux objets que nous avons là, donc on considère par exemple deux boules comme ça. En réalité, c'est pas, on peut les considérer comme étant des points ponctuels, pas nécessairement des boules. Il dit que si tu considères ces deux masses avec un mur à l'extrémité et que tu supposes par exemple que la masse blanche, que je vais appeler ici la masse A, est au repos. Donc, ça, c'est la masse A, ça, c'est la masse B. Je suppose que la masse A est au repos et que tu lances la masse B vers la masse A en supposant que la collision entre la masse B et la masse A est élastique, dans le sens où il y a transfert de l'énergie cinétique. Ça veut dire que si tu supposes que la masse A, que B, la masse de B, est la même que la masse de A, et que tu lances la boule B, alors lorsque la boule B va taper sur la boule A, elle va lui transférer toute son énergie cinétique parce qu'ils ont la même masse. Tandis que la boule B va s'arrêter et la boule A va donc aller taper sur le mur et puis revenir taper sur la boule B. Et puisqu'ils ont la même masse, la boule A va s'arrêter et la boule B va s'en aller. Et si on regarde ce processus-là, ça veut dire qu'en réalité, il y a trois collisions. Il y a la collision de la boule B qui frappe sur la boule A, ça c'est la première collision. La boule A qui tape sur le mur, ça c'est la deuxième collision. Et la boule A qui revient taper la boule B, ça c'est la troisième collision. Et ce 3 n'est pas un nombre hasardeux, c'est en réalité le 3 de 3,14, en fait du nombre pi. Le nombre pi, c'est 3,14, 15, etc. Donc, ce 3-là, c'est en fait le 3 du nombre pi. Et il dit que si on suppose maintenant que la masse de B, c'est plutôt 100 fois la masse de A. Donc, au lieu de considérer la masse de B égale à la masse de A, comme on l'a fait tout à l'heure, on suppose que la masse de B, c'est 100 fois la masse de A. Il dit que si on répète le même processus, on va se rendre compte qu'il y a en réalité 31 collisions. Bon, ça veut dire que les boules A et les boules le choc entre les boules A et B ajouté au choc de la boule A avec le mur te donne exactement 31 collisions. Et encore, ceci n'est pas hasardeux. Ce 31, c'est le 31 du nombre pi. Et il prouve donc qu'en faisant ceci et en supposant que la masse de la boule B, c'est 10 à la puissance deuxième, la masse de la boule A fois la masse de la boule A, on réussit à trouver un chiffre qui nous donne exactement les n plus 1 premier chiffre de pi. Et ceci, c'est quand même très, très bizarre parce que, par exemple, pour les cas qu'on a vus avant celui-ci, l'idée, c'était toujours de se ramener, par exemple, à un cercle, parce qu'on sait que pi est intrinsèquement lié au cercle. Donc, l'idée, c'est de se ramener toujours au cercle. Par exemple, avec les aiguilles, avec les aiguilles de Buffon, on avait que la disposition des aiguilles sur le parquet, à un certain moment donné, allait former un cercle. Et avec l'approche de Monte-Carlo, on avait que, on considérait la proportion du cercle sur la proportion du carré. Et par contre, ici,
on ne voit le cercle nulle part. Donc, c'est vraiment étrange et c'est aussi fascinant en même temps. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on reste attentif parce que pi peut apparaître n'importe où, dans le sens où, okay, si je fais par exemple un calcul, je sais pas, j'essaie de résoudre un problème quelconque et puis je trouve un nombre comme 3. Après, il multiplie par 100, il trouve un nombre comme 31 et se dit, OK, peut-être je vais trouver pi. Donc, restons juste attentifs dans nos différents calculs. Peut-être on pourra aussi trouver une méthode qui nous donne pi. On ne sait jamais. Voilà, donc, maintenant, on pourrait donc se poser la question de savoir est-ce que pi est partout? Parce que on a quand même vu ici, j'ai cité 3 méthodes pour se rapprocher de pi. Mais en réalité, il en existe bien plus que ça. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont montré que le nombre pi est aussi lié avec le nombre de Syracuse. Le nombre de Syracuse, la suite de Syracuse, Syracuse dit que si tu prends par exemple un nombre n, tu le divises par 2. Si tu le divises par 2 et tu obtiens quelque chose qui est pair, tu continues à diviser par 2. Mais dès que tu obtiens quelque chose qui n'est plus pair, tu prends cette chose-là, tu multiplies par 3 et tu ajoutes 1. Tu obtiendras quelque chose qui est pair, tu divises encore par 2 et ainsi de suite. Et la conjecture de Syracuse dit que, OK, si tu continues à faire ce processus-là, au final, tu obtiendras 1 dans tous les cas. Et j'ai vu un documentaire où on montrait qu'en réalité, le nombre pi est lié à cette suite de Syracuse. Et beaucoup d'autres documents parlent du nombre pi dans plusieurs différentes perspectives. Par exemple, le fait que le nombre pi soit lié à certaines fractales et tout. Donc, c'est quand même légitime de se poser la question de savoir est-ce que le nombre pi est partout. Ici, par exemple, je propose une démonstration de l'irrationalité de pi parce que je voulais en parler quand même un tout petit peu. Et ça, c'est une démonstration niveau terminal ou plus. Voilà, donc ça nous montre que pi est un nombre irrationnel. Et après, il y a d'autres démonstrations de pi de l'irrationalité de pi qui sont un peu plus compliquées que celle-ci, peut-être un peu plus faciles à retenir. On sait par exemple que si x est rationnel, alors la tangente de x est irrationnelle. Donc, si x est rationnel, alors la tangente de x doit être irrationnelle. Bon, évidemment, on ne considère pas la valeur de x égale 0, par exemple, ces valeurs triviales, des valeurs comme 0, des valeurs comme pi, etc. Donc, on se dit si x est rationnel, alors la tangente de x sera irrationnelle. Ça, c'est une démonstration très rapide pour justifier que pi est un nombre irrationnel. Parce qu'il suffit de calculer la tangente de pi. La tangente de pi, c'est le sinus de pi sur le cosinus de pi. Et c'est 0. Voilà. Du coup, ça veut dire que la tangente de pi n'est pas irrationnelle. Donc, par contraposé, ça veut dire que pi est irrationnel. Bon, ça peut être une approche de preuve. Mais bien sûr, pour prouver que si x est rationnel, la tangente est irrationnelle, il faut beaucoup de travail. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai quand même voulu laisser cet exercice ici que j'ai trouvé sur le net, qui me paraît un exercice plutôt simple pour démontrer que pi est irrationnel. Voilà, donc, et puis quand j'ai essayé de préparer cet échange et tout, je n'arrêtais pas de me poser la question. Je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne comprenais même pas trop ce que c'était que pi. et que c'est justement grâce à ces recherches-là que j'ai fait autour du nombre pi qui m'ont fait davantage comprendre ce que c'est que le nombre pi, comprendre les définitions et les engagements autour du nombre. Et j'arrêtais pas de me poser des questions. Par exemple, ça, c'est une question que je me suis posée.
me demandais comment est-ce que les Égyptiens réussissaient-ils à trouver la valeur exacte de pi dans leur construction. Donc, par exemple, il y a des chercheurs qui ont justifié que lorsqu'on prend la grande pyramide d'Égypte et que l'on calcule le périmètre de la pyramide, donc ça veut dire qu'on somme tous les côtés de la pyramide. Si on prend ce périmètre-là et on divise ça par la hauteur de la pyramide, on trouve une valeur qui est très, 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 très approchée de pi. Et puis, certains mathématiciens dans la littérature, certains disent que c'est juste du hasard, que ça peut arriver. Et d'autres disent que non, ça c'est intentionnel, que ça ne peut pas arriver de façon hasardeuse. Et ça reste des questions ouvertes auxquelles on n'a réellement pas de réponse fixe. Mais ce dont on est sûr quand même, c'est que avant, les Égyptiens, lorsqu'ils voulaient calculer la surface d'une sphère, non, la surface d'un disque, ce qu'ils faisaient, c'est de prendre le diamètre du disque. Ils prenaient 8/9 du diamètre du disque et ils élevaient au carré. Ils disent que si tu prends 8/9 du diamètre du disque, tu élèves au carré, alors tu vas trouver la surface du cercle, la surface du disque. Et on se posait la question, pourquoi est-ce que c'est vrai? Comment est-ce que ceci correspond à la surface du disque, étant donné qu'il n'y a pas pi à l'intérieur? Mais lorsqu'on fait un petit développement, par exemple, si on se souvient que le diamètre, c'est 2 fois le rayon fois pi, on a que ceci, c'est 8 divisé par 9 fois 2 fois le rayon fois pi. Et puis, lorsqu'on fait ça au carré, on peut rapidement trouver que ça, c'est pi est carré. Quelle est normale du cercle? Pi est... Qu'est-ce que je raconte? On peut rapidement trouver que pi est carré. Pi est carré, c'est l'aire du cercle. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils approximaient... Ils approximaient 8/9 fois 2. Tu es censé obtenir un truc comme 8/9 fois 2 au carré, doit être quelque chose qui est proche de pi. Voilà, peut-être que je n'ai pas très, très bien fait mes calculs. En tout cas, c'est l'idée que les Égyptiens avaient derrière la tête lorsqu'ils calculaient la surface d'un disque. Donc, ils ne connaissaient pas la valeur exacte de pi, mais ils avaient une technique qui leur permettait d'avoir quelque chose qui se rapproche beaucoup plus exactement de la valeur de pi. Donc, je crois que leur valeur de pi était un truc comme 3,16, c'est presque. Voilà, je me suis aussi posé une autre question, qui est cette question-ci. Que pourquoi dit-on que pi correspond à 180 degrés? Je me suis quand même posé des questions bizarres. Et après, je me suis dit, d'où vient la définition des valeurs de cosinus de pi, la définition de sinus de pi sur 3, etc. Pourquoi est-ce qu'on dit que le cosinus de pi, c'est -1? Pourquoi est-ce qu'on dit que le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2? Où est-ce que ces fonctions-là sont venues et comment est-ce qu'on a ce lien-là avec la constante pi? Est-ce que c'est le même pi dont on parlait tout à l'heure? Et la réponse, c'est que oui, c'est le même pi. Et ma petite idée sur la question, peut-être quelqu'un d'autre me donnera également son avis. Ma petite idée sur la question, c'est qu'en réalité, pi aurait pu être 90 degrés et pi aurait pu être 20 degrés. Et pi aurait pu être, je ne sais pas, 146 degrés. Donc ça, c'est juste une sorte de convention. Donc, il faut déjà comprendre que la notion de degré, c'est quelque chose qui a été défini. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de naturel. Donc, c'est quelque chose qui a été défini.
Donc, on a dit, comme on avait dit, on va définir 10 degrés comme étant cette largeur, 20 degrés comme étant ceci, 30 degrés comme étant ça. Et puis, 180 degrés comme étant l'angle plat. Donc, on aurait pu dire que, OK, on va définir 90 degrés comme étant l'angle plat. Et on va définir 45 degrés comme étant l'angle droit. Donc, c'est juste des définitions qu'on s'est données. Et c'est même la raison d'ailleurs pour laquelle le degré n'est pas une mesure, ce n'est pas une mesure conseillée. Donc, vous verrez rarement les mathématiciens utiliser le degré, on utilise toujours le radian. Et le radian aussi vient du fait on définit un angle en radian. On définit un angle en radian comme étant la longueur de l'arc qui couvre la longueur de l'arc divisé euh, divisé par le rayon. Donc, la longueur de l'arc divisé par le rayon. Ça aussi, c'est une définition. Ça veut dire que ce n'est pas un truc qu'il faut prouver. Et il est aussi facile de prouver que si on change, par exemple, de cercle et tout, cette définition-là reste constante parce que ce rapport-là reste constant. L'idée, c'est la même chose qu'on a fait, comme on a fait tout à l'heure avec la définition de pi. Et c'est donc en considérant cette approche-ci, ou cette définition-ci de l'angle θ, qu'on réussit à se convaincre que, OK, pi correspond donc à 180 degrés. Parce qu'en utilisant cette approche, si on a donc pi correspond, pour avoir pi, il faudrait que la longueur de l'arc soit la moitié du cercle. Voilà, et pour que ça obtienne pour avoir la moitié du cercle, c'est donc ce qu'on appelle les 180 degrés. Voilà, et après, lorsqu'on a compris ça, je crois que la définition des valeurs de cosinus de pi, sinus de pi sur 3 sont un peu plus naturelles lorsqu'on pense au cercle trigonométrique, étant donné qu'on a compris d'où vient pi. Et effectivement, il s'agit du même pi. Une autre question. Donc ça, c'est par exemple aussi d'autres questions que je me suis posées. Je me suis dit, OK, pourquoi est-ce qu'on ne définit pas, par exemple, pi comme étant... Pourquoi on ne définit pas pi comme étant 4 fois l'intégrale de 0 à 1 de la racine de 1 moins s carré de x? Pourquoi est-ce qu'on ne définit pas pi comme ça? Et on pourrait plutôt définir pi comme étant le rapport entre le périmètre deux fois le rayon, ou encore définir pi avec toutes les approches que j'ai énoncées plus haut. Ou alors, pourquoi est-ce qu'on ne définit pas pi en utilisant plutôt la seconde approche? Ou pourquoi est-ce qu'on ne définit pas pi avec la fonction zeta? Parce qu'on sait quand même que pi carré, ceci, c'est cette somme des inverses des carrés. Donc, ça pourrait être une façon de définir pi aussi. Ou alors, pourquoi est-ce qu'on ne définit pas pi avec cette approche? Mais en réalité, cette approche-ci, je ne devais pas la mettre parce que cette limite-ci correspond en réalité à l'approche de Archimède. Donc, lorsque on essaie de regarder la limite des polygones, comme je décrivais tout à l'heure, des polygones extérieurs et des polygones intérieurs, donc en essayant de les faire converger vers le cercle, on obtient que la valeur de pi doit être égale à la limite de cette magnifique suite. Voilà, donc en réalité, certains mathématiciens, dans certains livres, ont défini pi de cette façon-ci. On définit pi avec les intégrales, parce que ça reste des valeurs, ça reste des approches correctes pour la définition de pi. Donc, on peut définir pi avec les deux premiers points. Par contre, parce que les deux premiers points, en réalité, sont liés au cercle. Quand on dit la racine carrée de 1 moins s carré et tout, ça, c'est cette intégrale-là, c'est l'intégrale d'une partie du cercle. Du coup, c'est quelque chose qui est lié au cercle en réalité.
Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que, OK, ça, c'est la définition de pi. Pareil pour la deuxième intégrale. Par contre, pour la troisième relation, c'est quelque chose de différent. On ne peut pas considérer ça comme étant la définition de pi, à mon avis. Parce que ceci, c'est plutôt une dérivée de la définition que la définition en elle-même. Et, et voilà, donc la dernière est même la définition de pi lorsqu'on regarde l'approche de Archimède. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est ce que j'avais prévu présenter. Et, en espérant que vous avez une meilleure idée de ce que c'est que le nombre pi. Voilà, donc s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, je pense que c'est la bienvenue. Ok, ok. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation. Bon, moi, j'ai des questions, en tout cas. Bon, j'ai des questions. Bon, bon, merci déjà pour ton exposé. Bon, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Bon, j'ai appris que si on versait des aiguilles et que ça formait des cercles, il y avait la possibilité de trouver le nombre pi. Bon, moi, ma question, c'est un peu dans le sens où, bon, je suis souvent des vidéos sur le nombre pi en particulier, où, bon, on me dit le nombre pi, c'est un nombre irrationnel. Bon, c'est-à-dire ça a une infinité de chiffres après la vie. On te dit que dans le nombre pi, on peut trouver ton acte, ton jour de naissance, on peut trouver ton numéro de carte bancaire, on peut trouver... Bon, est-ce que ça est valide, mais valable pour tous les nombres irrationnels? Est-ce que c'est la particularité des pi ou bien c'est, ou est-ce que je peux retrouver ces mêmes résultats ou bien ces mêmes qualités à d'autres nombres irrationnels? Hum, je pense que, peut-être certains vont me contredire, je pense que non. Je pense que c'est une particularité de pi, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, il a été démontré que la répartition des chiffres dans la décimale de pi, dans la répartition des chiffres 0 jusqu'à 9, dans la décimale de pi était uniforme, dans le sens où j'ai la même probabilité, si je vais calculer la probabilité d'obtenir le chiffre 1 à la 10e position, c'est la même probabilité pour le chiffre 2, pour le chiffre 3 et pour tout le reste. Donc, puis il y a au moins cette particularité-là que ces chiffres sont distribués de façon, les chiffres après la virgule sont distribués de façon uniforme, même en étant un nombre irrationnel, ce n'est pas quelque chose que tous les nombres irrationnels ont. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on dit que tu peux, par exemple, si tu fouilles bien, tu peux, par exemple, trouver ton numéro de téléphone dans la suite des nombres de pi. Parce qu'en réalité, c'est aléatoire, dans le sens où on peut se dire, OK, la probabilité pour que tel chiffre suit tel chiffre et que tel chiffre suit tel chiffre, donc la probabilité d'obtenir ton numéro de téléphone, c'est la probabilité d'obtenir de façon successive une séquence de chiffres. Et cette probabilité-là n'est pas nulle. C'est la raison pour laquelle on se dit, OK, alors, il est donc possible qu'on retrouve ton numéro de téléphone, par exemple, dans la suite des chiffres de pi ou n'importe quoi, d'autre. Il est même possible qu'on trouve une suite. Si on transcrit, par exemple, le livre Siam de terminal en chiffres, donc il est possible qu'on trouve une suite de nombres dans pi qui écrit tout le livre Siam. Donc, ça, c'est ce qu'on dit. C'est juste à cause du fait que la distribution se fait de façon aléatoire et uniforme sur l'ensemble 0 jusqu'à 9. Maintenant, est-ce que c'est valide pour d'autres nombres irrationnels? Je ne suis pas très sûr. Oui, je suis pas très sûr. Et je pense que c'est pas valide pour tous les autres nombres irrationnels parce que ce sera facile c'est pas trop compliqué de construire un nombre irrationnel qui ne satisfait pas cette propriété-là.
que la distribution se fait de façon aléatoire. Ok. Est-ce que dans ce sens, on peut dire que pi permet de... Avec pi, on peut prédire l'avenir, puisque tu es en train de nous dire que on peut retrouver tout et du n'importe quoi dans pi, notamment les livres, les numéros de sécurité, les codes bancaires et tout. Ou est-ce qu'on peut dire que pi, avec pi, on peut prédire l'avenir? On peut dire qu'avec pi, on peut prédire l'avenir. On peut aussi dire qu'avec pi, on peut prédire un avenir faux. On ne peut pas forcément prédire quelque chose de vrai. Le problème, c'est qu'on retrouve tout et n'importe quoi, comme tu as dit. Du coup, ce qu'on retrouve, on ne sait pas si c'est qui est ou c'est qui n'est pas. Un truc comme ça. Donc, en réalité, et c'est ça, c'est ce qui se cache derrière l'aléatoire. Donc, c'est que tout et n'importe quoi peut arriver. Et parce que tout et n'importe quoi peut arriver, on se dit, bon, ça vaut pas la peine de s'y intéresser et, et dire que tu vas prédire l'avenir parce que ce que tu obtiendras comme potentielle chose qui pourra arriver, c'est pas forcément ça. Peut-être il fallait imagine que les 10 premières suites, les 10 premiers chiffres auxquels tu t'intéresses te donnent l'avenir de demain. Tu te dis que, OK, ça veut dire que les 10 prochains chiffres vont peut-être me donner l'avenir de après-demain. Et parce que les choses sont aléatoires, les dix prochains chiffres te donnent plutôt ce qui est passé hier. Donc, en réalité, c'est pas du tout. On peut prédire l'avenir comme on ne peut pas du tout. Du coup, c'est pas très utile parce qu'on ne sait pas ce qui est vrai, on ne saura pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ok. Ok. Ok, merci. Excellent. Merci à toi. Raoul a une question. Bon, oui, Raoul. Non, c'est pour juste ajouter à ce que M. Patrick disait. Il faut pas aussi trop vous fier aux journaux scientifiques qui font de la propagande en ligne. Hmm. Parfois, ils n'ont pas d'expertise. Des arguments qui sont publiés dans les revues. On ne se lève pas un matin, on fait de la mathématique comme de la philosophie. Il faut des preuves qui sont acceptables, qui sont publiables. C'est en ce sens qu'on peut les accepter. Mais comme il le disait, ce sont des probabilités. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Ce sont des calculs. Donc, le mieux, c'est parfois de vous informer auprès des experts ou bien de lire des articles qui sont appropriés et non certains journalistes scientifiques qui ne sont pas assez bien formés. Ça, c'était un commentaire que je voulais vraiment mettre là-dessus. Mhm. Ok, merci. OK, OK. Autre question? Pas de question? Ou des commentaires, bien sûr. Si vous avez une expérience que vous voulez partager autour du nombre pi, je suis preneur. L'idée, c'est justement d'échanger ces connaissances-là. Bon, moi, j'ai une question qui peut être, bon, peut-être une bête question, mais bon, avec tout Mm. ce que tu dis, par exemple, bon, tu quittais d'un point de départ où, bon, moi, je veux connaître la genèse. C'est pas, je ne demande pas. Parce que tu as commencé, puis, bon, tu nous as donné une expression de pi. Ensuite, tu es passé au cercle. Bon, c'est la définition qu'on nous a donnée. Mais c'est l'expression qu'on a toujours eue en quittant du cercle. Tu vois, ou bien en quittant du cercle ou bien de. Bon, bon, je veux savoir l'origine. Bon, bon, comment est-ce que pi est apparu? Bon, je ne veux pas dire apparu, mais comment est-ce que. Bon, comment est-ce qu'on définit pi? Bon, tu vois, bon, ma question est un peu ambiguë parce que. Bon, moi, ma question me dérange parce que. Bon, bon, tu as commencé par dire qu'il y avait une définition de pi avec le périmètre et une définition du périmètre avec pi.
Bon, moi, ce que je veux connaître, bon, c'est qui est arrivé en premier, en tout cas. Tu vois un peu. Un C'est peu dans un comme sens, l'histoire, un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. un peu comme Que, l'histoire de la poule et les œufs, bon, on dit. voilà. C'est- Qui est arrivé en premier? Est-ce qu'on parlait du périmètre avant de parler de pi ou est-ce qu'on parlait de pi avant de parler du Voilà. périmètre? Mhm. Euh, je pense que le périmètre était là depuis parce que le périmètre, c'est juste une longueur et la longueur existait déjà avant qu'on s'intéresse à pi. Bon, le périmètre, c'est juste la longueur autour d'un cercle. Mais le problème, c'est que c'était une longueur qu'on ne pouvait pas juste calculer comme ça. Donc, il n'y avait pas de formule pour calculer cette longueur, mais ça restait une longueur, c'est le périmètre. Il n'y a pas seulement le périmètre du cercle, il y a le périmètre du carré, le périmètre d'autres figures géométriques. Donc, en réalité, la notion de périmètre existait déjà bien avant que, euh, que le cercle, que, que, que pi existe. Et, et du coup, je pense donc que le périmètre est venu avant pi. Maintenant, la question, c'était comment est-ce que je pense que peut-être ça vient d'une remarque, je ne suis pas sûr. Peut-être ça vient d'une remarque du fait que, OK, il existe une certaine constante qui reste inchangée pour des cercles, par exemple. Dans le sens où, OK, si je prends la longueur du cercle et je divise par le rayon, je trouve quelque chose de... Il y a quelque chose de constant dans ce sens-là. Voilà. Peut-être c'est là qu'on s'est dit, OK, ça veut sans doute dire qu'il existe quelqu'un qui est constant, qu'on ne connaît pas et qu'il faut qu'on cherche à connaître. Peut-être c'est de là que sont venues toutes les approches pour approximer un nombre pi. Après, tout ce que j'ai dit est un peu hypothétique, mais je pense que c'est logique que ce soit arrivé comme ça. Ok. Oui, bon, de toutes les façons, je ne m'attendais pas forcément à une question, à une réponse. Voilà, bon, c'est juste que bon, c'est un peu quand même un peu, bon, un peu perturbant, un peu comme ça. Bon, c'est vrai que ce genre de réponse ne peut pas être absolu, quoi. Voilà. Ils ne peuvent pas. Je vais de- Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Bon, peut-être, je sais pas. Dans le chat, je n'ai même pas regardé les questions du Question. chat. Hmm. Je crois que quelqu'un a une question. Mm. Oui, j'avais une question. Oui, Merde. c'est quoi ta question? D'accord. Je me demandais, est-ce qu'il y a un lien entre pi et les autres nombres célèbres, comme le nombre d'or ou le nombre de Neper ou encore la constante de l'heure? Je me demandais s'il y a un lien entre ces différents nombres. S'il y a un lien entre ces différents nombres, ce que je peux dire, c'est que ce sont des nombres irrationnels. Déjà, ça, c'est un lien qui les unit. Mais par exemple, si je prends juste un cas d'un nombre qu'on connaît très bien, qui est le nombre exponentiel. Le nombre exponentiel, c'est aussi un nombre irrationnel. Par contre, il n'y a aucun lien avec le nombre pi, dans le sens où le nombre exponentiel, c'est un nombre purement mathématique. Par exemple, si c'est un nombre purement mathématique dans le sens où le nombre exponentiel vient de la fonction exponentielle vient de la fonction logarithmique. La fonction logarithmique, elle vient du fait qu'on voulait déterminer la primitive du nombre 1 de la fonction 1 sur x. Donc, en réalité,
ce sont des fonctions qui sont nées dans le jargon des mathématiques, des mathématiciens, dans le contexte mathématique, qui n'avait forcément rien à voir avec, par exemple, la façon dont pi a apparu, qui est un problème, comme Harold disait tout à l'heure, un problème de construction, un problème de mesure, etc. Donc, est-ce qu'il y a forcément un lien entre pi et tous ces nombres-là? Je dirais que non. En fait, lien, c'est pas dans quel sens tu voudrais qu'il y ait un lien, mais s'il faut juste parler de lien, peut-être on pourra dire que ce sont des nombres irrationnels, mais un lien plus puissant que ça, je ne suis pas sûr. En tout cas, rien ne laisse à croire qu'il y a un lien. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, d'accord, merci. Excellent. Bon, moi, Patrick, j'ai encore une. Bon, j'ai encore. Bon, Ouais, c'est je une. vois le message de Samuel dans le chat qui disait: je soutiens le commentaire de Raoul. Les journalistes, pour avoir des vues, peuvent dire des choses pas scientifiquement correctes. Oui, ça c'est très correct. L'essentiel, c'est d'avoir des vues. Chacun a ses objectifs. Donc, une envie de dire quelque chose de correct. Peut-être avant de prendre ta question, Pathogène, il y a une autre question dans le chat. C'est Samuel. Il dit: pourquoi ces nombres célèbres sont presque tous des nombres irrationnels? A-t-on des nombres rationnels célèbres? A-t-on des nombres rationnels célèbres? Je crois que oui. 0 est un nombre très célèbre. Les gens se posent même s'il est négatif ou positif. En tout cas, je crois que 0 est un nombre célèbre, mais pas, c'est vrai qu'il n'est pas, c'est juste pour rire. Il n'est pas célèbre dans le sens que tu veux sans doute employer. Je pense que ce qui rend ces nombres célèbres, c'est le fait qu'ils soient difficilement accessibles. Par contre, les autres nombres, un nombre par exemple qui n'est pas irrationnel, un nombre rationnel, il est facilement accessible. Donc, on le connaît totalement. On connaît le nombre. Déjà, on s'intéresse pas. Je me dis que c'est peut-être parce qu'on ne s'intéresse pas trop aux choses qui sont bien connues, comme les rationnels, et qu'on préfère s'intéresser davantage à des nombres qui suscitent un peu, qui ont un peu de l'inconnu, donc qui taquinent un peu l'infini, avec des décimales infinies, des trucs comme ça. Voilà, donc, c'est pas une réponse claire, c'est pas une réponse complète, mais c'est un commentaire que je peux faire par rapport à la question. C'est pas, peut-être Raoul voulait également répondre à la question de Samuel. Oui, ajouter à quelque chose. Oui, pourquoi ces nombres célèbres sont presque des nombres irrationnels? Euh, la- Raoul, on ne te suit pas. Euh, Oh, alors, oui, allô, Raoul. Allô? Je pense que Raoul, je pense que son micro dérange. Il y a un problème de connexion. Bon, peut-être avant que Raoul n'arrive, je vais poser ma question qui était pour avoir ton avis personnel. Bon, étant donné que le nombre pi n'est pas de ce siècle, ça date depuis l'Antiquité, les Égyptes et tout, les pyramides et tout. Bon, certaines personnes trouvent bon, que
le fait que tout ceci ne soit pas une coïncidence, bon, il remet en question le fait que les Égyptiens, peut-être ceux de l'Antiquité, sont à l'origine peut-être de la construction de toutes ces pyramides où bon, il y a une grande corrélation avec le nombre pi et tout, etc. Est-ce que tu es d'avis avec ceux-là qui pensent que les pyramides et tout, les constructions égyptiennes qui datent depuis des années, ne sont pas l'œuvre de cette civilisation-là, mais plutôt une civilisation très ancienne? Est-ce que tu es d'accord avec cela? Peut-être je vais répéter la question pour mieux comprendre. Tu demandes si je suis d'accord avec le fait que la construction des pyramides soit des œuvres très, très anciennes. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça la Non. question? Bon, j'ai dit, bon, je disais ceci. Bon, tu as pris un exemple tout à l'heure euh, avec la précision du nombre pi, et cela avait un lien avec la- La grande pyramide d'Égypte. voilà. Et beaucoup de personnes pensent que les pyramides, bon, ne sont pas de cette civilisation-là. Bon, ce ne sont pas les Égyptiens. Hmm. Bon, ceux du passé que nous on connaît qui ont fait tout ça parce il y a une certaine précision qu'ils ne pouvaient pas avoir, notamment avec ce nombre pi. Ok, une certaine précision que cette civilisation ne pouvait pas avoir. Et ils se disent que certainement la construction des pyramides n'est pas liée à cette civilisation qu'on connaît, mais d'une civilisation qui est passée bien avant les Égyptiens. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça aurait pu bien venir des Égyptiens, comme d'une civilisation antérieure. Euh, Dénier le fait que ça vienne des Égyptiens, je ne comprends pas trop la raison. Parce que je pense en réalité, étant donné que les Égyptiens avaient, étant donné qu'ils avaient une idée un tout petit peu bien huilée de la constante pi, donc ils ne connaissaient pas la constante en elle-même, mais ils avaient ils avaient l'idée d'existence d'une constante. Et du coup, ils utilisaient des calculs approximatifs. Je pense qu'à force donc répéter des approximations, à force de répéter des calculs approximatifs, il est naturel que n'importe qui, que ce soit les Égyptiens ou pas, à force de répéter les mêmes calculs et les mêmes approximations, gagne en précision. Voilà, donc je pense que ça aurait pu bien être des Égyptiens ou peut-être une civilisation antérieure qui avait mieux de moyens. Mais bon, je n'ai aucune certitude et je préfère donc ne pas trop aller en besogne sur la question. Oui. Voilà, je pense que mon micro est de retour. Euh, je disais ceci lorsque M. Samuel a posé la question. Il s'agit c'est-à-dire pourquoi ces nombres-là sont tous irrationnels. Je disais qu'il y a une dimension métaphysique et même exotérique, et qui parle de l'ésotérisme, parle de quelque chose qui est réservé aux initiés. Donc, quand il fera la dernière fois, lors de mon dernier exposé, on avait décidé d'organiser un échange entre la spiritualité et les mathématiques. Peut-être par là, je pourrais développer encore bien cette idée dont il a fait montre là. Mais qu'il doit aussi savoir que ces nombres, bien qu'ils soient irrationnels, peuvent être approximés par des nombres rationnels. Vous voyez qu'on a les irrationnels et les rationnels, qu'on peut les approximer. Donc, il y a une dimension métaphysique qui entre en jeu. Voilà, c'est le commentaire que je pouvais faire. Ah, merci beaucoup, Raoul, pour ton commentaire. Peut-être ça suscite une autre question un peu. Ça suscite une autre question. Est-ce que tous les nombres irrationnels sont approchables par des nombres rationnels? Il y a un commentaire de Samuel qui dit
Bon, il dit qu'il a constaté que pi apparaît presque toujours lorsqu'on commence à travailler avec l'infini. Bon, par exemple, on peut sommer les nombres rationnels et obtenir un nombre rationnel. Par exemple, on peut sommer des nombres rationnels et obtenir un rationnel quand la somme est finie, mais quand la somme est infinie, comme par magie, on obtient, bon, on voit apparaître, pardon, pi. Non. Euh, Et c'est vrai, c'est pour ça, c'est une belle remarque, oui. oui, Bon, c'est par aussi exemple, la notion de l'infini. Voilà, ça fait aussi appel à la notion de l'infini. Qu'est-ce qu'on appelle l'infini en réalité? Voilà. Comment est-ce qu'on peut sommer des nombres rationnels à l'infini, ça donne un nombre irrationnel. Bon, comment est-ce qu'on conçoit ça? Bon, ça sont des... Comment est-ce que vous concevez ça? Comment est-ce que tu conçois ça, monsieur Patrick? comment est-ce que je conçois le fait que la sommation des rationnels donne un irrationnel, une sommation infinie? Moi, je pense que c'est le mystère de l'infini. On dit qu'à l'infini, tout est possible. Et je pense que ça, c'est l'exemple des choses qui sont possibles. Um, En tout cas, l'infini, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sondable. Beaucoup de mathématiciens, on peut montrer, et crois que vous avez peut-être déjà retrouvé ça aussi sur Internet et tout ça. Lorsqu'on 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 fait intervenir l'infini dans un calcul, on se retrouve facilement avec des choses qui n'ont pas de sens, des trucs comme 1 égale 0, ouais, des trucs qui ne sont pas forcément mathématiques. Donc, du coup, je pense que ça reste du mystère de l'infini. Ouais. Il y a Samuel qui a encore un commentaire. Il dit que même dans la définition de pi avec les intégrales, on a aussi la notion de l'infini. Ouais. L'infini est partout. Oui, dans la définition de pi avec des intégrales, un peu comme l'intégrale de Gauss. Donc, c'est une intégrale une intégrale impropre qui donne facilement un nombre pi, qui donne un nombre proportionnel à pi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques, des suggestions? Je pense qu'il n'y a plus de questions. Et bon, s'il n'y a plus de questions, je vais jouer mon rôle de modérateur. C'était pas moi le modérateur. Merci de prendre, de, de- de prendre ce qui t'appartient. OK. Bon, merci beaucoup, Patrick, pour cet exposé, pour cette présentation, pour cette session d'échange avec le nombre pi. On espère que, on espère que vous avez trouvé satisfaction comme nous. Ça nous a permis de beaucoup apprendre concernant pi et tout. Voilà.